Dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance, la radio-télévision de Djibouti a réalisé des émissions relatant les réalisations palpables des différents ministères. Et sur ce numéro, nous vous présenterons le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi lui de la femme et de la famille. Ce soir, nos invités sont Rawda Mahmoud, directrice générale du CRIPEN, et Mme Mouna Ismaël Abdou, inspectrice générale de l'Éducation nationale, et Mme Sirida, conseillère technique auprès du ministère de la Femme et de la Famille. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, en premier, je donne la parole au ministère de l'Éducation nationale. Et en premier, vous pouvez me relater l'historique de l'enseignement, de là où on est, à l'apogée dont on est aujourd'hui. Salam alaikum. Merci beaucoup déjà de nous recevoir sur votre plateau. Donc, on va essayer d'être assez concis, mais en vous donnant en tout cas les informations essentielles par rapport à l'évolution du système éducatif. Donc si je commence par les États généraux de 99 et la réforme de 2000, je pense que ça a été un moment historique très important pour le système éducatif. C'est la période où nous avons posé les bases de l'école actuelle, l'école djiboutienne. Une école djiboutienne, citoyenne, intégratrice. Donc à l'époque, il y avait eu ce que nous avons appelé les états généraux. Il a fallu consulter les acteurs éducatifs, il a fallu consulter toute la société pour repenser notre école et pour une refonte générale de notre école. Et c'est à ce moment-là donc que la loi de 2000 a été adoptée, la loi du système éducatif. Et c'est une loi qui est toujours saluée de par le monde, puisque cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Un article très important, cette loi confère l'éducation, la scolarisation gratuite à tout enfant djiboutien de 6 à 16 ans. Et ça c'est très important, il y a encore des pays qui ne sont pas arrivés à cela, alors que nous avons déjà atteint cette réalisation en l'an 2000. Et donc nous avons défini, comme on l'a dit, l'esprit et le cadre de l'école actuelle. Et il a fallu ouvrir l'école. À l'époque, c'était une école élitiste. Le taux de scolarisation en primaire était de 39%. Et donc, il a fallu ouvrir l'école à tous les enfants djiboutiens et sortir de cet élitisme vers une école démocratique. Donc, si je retrace juste un peu pour donner une idée par rapport aux chiffres, donc nous étions à 39% en 2000, nous sommes passés à 76% en 2016 et aujourd'hui nous sommes à 91% de taux de scolarisation, ce qui est bien entendu une avancée majeure. Une autre date très importante par rapport, qui est en continuité donc avec cette politique et cette dynamique, en 2017, par rapport à l'accès en 2017, il y a eu la déclaration de Djibouti. Et la déclaration de Djibouti, ça a été une décision courageuse de notre président de la République. La déclaration de Djibouti, elle donne le droit à tout enfant sur le sol djiboutien à l'éducation. Donc, qu'il soit djiboutien, qu'il soit réfugié, il a droit à la scolarisation. Mais nous avons également une autre date emblématique. Donc, une fois que nous avons garanti l'accès à l'éducation, nous nous sommes encore posé des questions. Donc il a fallu faire une pause, il a fallu consulter la société et les acteurs éducatifs sur la qualité de l'éducation. Il a fallu se poser comme question où est-ce que nous en sommes, est-ce que nous avons atteint la qualité ou pas. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu les consultations nationales donc en 2016 et le colloque sur la qualité des enseignements apprentissages. Et c'est à ce moment-là donc que nous avons lancé un certain nombre d'actions sur la base des actes de ce colloque et sur la base de tout ce qui est sorti des consultations nationales, des recommandations des parents, des recommandations de la société, des recommandations également des acteurs éducatifs. Et donc à ce moment-là, nous avons, comme je le disais, lancé un certain nombre d'actions. Je vais peut-être laisser ma collègue, la directrice générale du CRIPEN, parler de la révision des curricula que nous avons entamée à l'issue des consultations nationales et du colloque. Merci beaucoup. Si vous permettez, bien sûr. Donc, effectivement, nous avons lancé beaucoup d'activités, d'actions très importantes. Que ce soit, on a parlé de Mouna, l'inspectrice générale vient de soulever, qui avait donc l'accès.
mais il y a aussi l'équité. Donc on avait touché plusieurs secteurs au niveau de l'éducation. Les différents secteurs, c'était par rapport à tout ce qui est EABS. On avait également tout ce qui est alphabétisation, on avait travaillé avec le ministère de la Femme. Nous avons également travaillé sur tout ce qui est programme d'éducation accélérée, les enfants déscolarisés. Le fait qu'on ait mis l'action juste après actuellement, on est en train de travailler là-dessus. Mais au niveau de la qualité, moi je représente le CREPEN, le Centre de recherche pédagogique d'information et de production de l'éducation nationale. En termes de qualité, qu'est-ce que l'on a fait? C'est d'abord, il y a eu le premier programme que l'on avait mis en place, c'est de concevoir des manuels scolaires, des programmes, les nouveaux programmes. Avant, le programme était aligné avec ceux de la France. Puis en 2000, la question a été posée, c'est-à-dire de mettre en place de nouveaux programmes et de produire les manuels scolaires. Cette étape a été atteinte et donc on a mis en place justement des nouveaux programmes disciplinaires pour tous les ordres d'enseignement, c'est-à-dire au niveau du préscolaire, enseignement de base, enseignement moyen et enseignement secondaire. Mais également pour le TFP. Le TFP, c'est enseignement technique, formation professionnelle. Nous avons mis en place des programmes scolaires. Par la suite, ce défi a été relevé. Le ministère de l'Éducation nationale a pu disponibiliser des manuels scolaires pour tous les enfants de la République du Djibouti. Et donc, nous avons pu atteindre ce qu'on appelle, ce défi, c'est quoi? Avoir le copyright. Djibouti dispose de son copyright. Et ça, c'est reconnu au niveau international, que ce soit au niveau de l'Afrique. Nous sommes un des rares pays à avoir justement ce copyright des manuels scolaires. Et donc après le colloque, et la question a été posée, donc on a mené cette réforme de l'éducation nationale, on a mis en place de nouveaux programmes, les nouveaux manuels scolaires. Et donc en 2016, suite au colloque et suite au diagnostic qui a été mené, on s'est dit, bon, maintenant, où est-ce que nous en sommes? On a nos manuels, maintenant il faut les réviser. Par rapport à quoi? Par rapport au contexte, que ce soit au niveau social, au niveau économique, etc. Donc il fallait réviser et contextualiser encore plus nos manuels. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Suite au colloque, mais suite aussi au diagnostic, des nouvelles disciplines ont vu le jour. Ces nouvelles disciplines, c'est lesquelles? C'est-à-dire le fait qu'on doit intégrer les numériques. Donc il y a une discipline, elle fait objet d'enseignement, mais en même temps, elle est enseignée, mais elle fait partie, toutes les disciplines doivent prendre en compte justement les TIS. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était le fait que nous ayons la vie scolaire mis en place, justement, c'est une inspection scolaire qui a été créée. Madame l'inspectrice générale vous en parlera en détail. Et donc, on a mis en place des nouvelles disciplines, mais en même temps, il fallait réviser le contenu de nos programmes au niveau justement par rapport au développement du monde, mais par rapport au développement, au changement de société qu'il y a eu dans notre pays. Et donc ça s'est fait et actuellement nous avons commencé à réviser tous les manuels de l'enseignement fondamental du préscolaire jusqu'à la 9e année et actuellement nous sommes en train de finir justement cette révision curriculaire et des outils, des supports didactiques et pédagogiques. Voilà. Juste pour compléter ce qui a régi cette révision-là, déjà le choix du terme, ce n'était pas une refonte comme à l'époque en 2000, nous sommes partis des bases qui avaient été posées à ce moment-là et donc nous avons essayé suite au diagnostic réalisé de corriger et d'améliorer, que ce soit nos programmes, que ce soit nos manuels, que ce soit l'organisation pédagogique, que ce soit l'esprit de la nouvelle école djiboutienne qui devait, comme vient de le dire Madame la directrice générale, répondre. La refondation du système éducatif. Là, ce n'était pas une refondation. La première, c'était une refondation. Celle-ci, c'était une révision. Ça veut dire que la fondation était solide. Il a juste fallu ajuster, apporter des mesures correctives et améliorer. Et dans les améliorations, donc par exemple, dans ce qui sortait des remarques des parents, de la communauté éducative, on disait, hop, les enfants ne lisent pas ou ne savent pas très bien lire, la lecture n'est pas maîtrisée. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons intégré la méthode, nous avons réintégré la méthode syllabique qui existait à l'époque. Autre chose, par exemple, l'enseignement de l'anglais. L'enseignement de l'anglais, comme vous le savez, en arrivée au collège, c'était à ce moment-là. Alors que là, dès la 3e année du primaire, nous avons et l'arabe et l'anglais. Pourquoi? Pour que
à la fin du cursus scolaire, l'enfant puisse être un parfait trilingue. Et là, c'est une intégration, c'est une réponse à la position géographique de Djibouti. Il faut que l'enfant djiboutien sache maîtriser le français, mais également l'anglais et l'arabe, parce que comme vous le savez, nous sommes entourés de pays anglophones et nous faisons partie également de la Ligue arabe. Mais également dans ce que nous avons introduit, il y a le numérique, la directrice générale a parlé des TIS, il fallait qu'il y ait au niveau des approches pédagogiques, qu'il y ait de l'innovation, que ça puisse parler à l'élève, que l'on mette l'élève au centre des apprentissages. Donc cette nouvelle révision, c'est la raison pour laquelle là, c'était une orientation vers la qualité pour améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Merci, madame. Et donc, si je peux compléter, madame l'inspectrice générale, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Actuellement, nous avons fait les supports didactiques, les curricula, les supports didactiques pour l'enseignement fondamental, mais pas que. Nous avons également conçu des supports spécifiques pour les écoles privées arabophones. Nous avons fait des supports spécifiques pour les écoles bilingues et technologiques. Ça, c'est une nouvelle approche. Justement, c'est pour renforcer, comme disait madame l'inspectrice générale, le renforcement de la langue anglaise, mais aussi l'arabe, qui devait être renforcé. Nous avons également conçu et c'est là où on parlait tout à l'heure d'équité, ces supports spécifiques sont là justement pour répondre à l'équité. Donc les manuels scolaires pour les écoles réfugiées, les écoles des réfugiés ont leur propre support didactique, mais également pour les enfants. Et pour les personnes malvoyantes. Et pour les enfants à besoins spéciaux également. Nous avons conçu, justement, transcrit les supports existants en braille. Et actuellement, nous sommes en train de préparer justement des documents, des livres pour les enfants malentendants, c'est-à-dire le langage des signes, etc. Ça, ce sont la partie spécifique équité, justement. Et ça a été fait. Mais il y a également tout ce qui est découverte des métiers. Là, souvent, exactement, la découverte des métiers au collège, déjà dans la partie enseignement fondamental, nous avons mis en place justement un support, un programme et un support, ce qu'on appelle le découverte des métiers. C'est pour mieux orienter l'enfant, justement, pour le préparer, et les préparer justement à l'enseignement technique et formation professionnelle. Voilà. Merci, madame Mouna Ismail. Et Madame Roda Mahmoud, directrice générale d'Equipen et inspectrice générale auprès du ministère de l'Éducation nationale. Et si nous revenons un petit peu au ministère de la Femme et de la Famille, bonsoir Madame Sirida, conseillère technique auprès du ministère de la Femme et de la Famille. Eh bien, ma question est simple. En premier, présente-nous la direction de la petite enfance et les efforts consentis pour la petite enfance à ce jour. Quelles sont les réalisations tangibles de votre ministère? Merci à toi, Samata. Et avant de répondre à ta question, j'aimerais souhaiter une bonne fête nationale pour le 46e anniversaire de l'indépendance à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes, qui soient à Djibouti ou ailleurs dans le monde. Et une bonne et heureuse fête de la Eid al-Adha à tous mes compatriotes et tous les musulmans du monde. Si je reviens à ta question, eh bien, je dirais que le ministère de la Femme et de la Famille n'est pas en reste de toutes ces transformations et tous ces changements qui se font, puisque de par ses prérogatives, le ministère de la Femme et de la Famille est chargé de tout ce qui a trait à la petite enfance, aux droits de l'enfant, et l'éducation en fait partie. C'est une partie, donc en plus de veiller à ce que l'enfant puisse jouir de tous ses droits en matière de santé, d'éducation, de formation et tout, le ministère de la Femme et de la Famille veille à ce que ces droits soient appliqués et à ce qu'aucun enfant ne soit lésé. Et si je reviens à la petite enfance, il y a une direction au niveau du ministère de la Femme et de la Famille, dont la directrice est Madame Fozia Ali, qui dirige, Ali Osman, qui dirige cette direction. Et déjà, au niveau de l'éducation nationale, c'est vrai que à l'éducation nationale, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais jusqu'à il y a 2 ans, les garderies n'étaient pas au niveau de l'éducation nationale, mais au niveau du ministère de la Femme et de la Famille. Et entre Djibouti, la capitale, et les régions,
je dirais qu'il y a eu 32 garderies qui ont été ouvertes et dirigées par le ministère de l'Éducation nationale et 13 crèches qui ont été elles aussi ouvertes au niveau de la ville comme dans les régions de l'intérieur. Parlez-nous de la disparité et la parité filles-garçons au sein du ministère de l'Éducation nationale. Au niveau du ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration toujours bien sûr avec l'Éducation nationale, nous avons fait en sorte à ce que les filles qui avaient un problème de scolarisation soient scolarisées en leur permettant, en mettant à leur disposition bon nombre de choses qui les empêchaient, soi-disant, d'aller à l'école. Si je prends l'exemple des régions de l'intérieur, il y avait la corvée de l'eau. Ils ont fait à ce que l'eau vienne ou s'approche du lieu de campement, du lieu où il y a l'école. Il y avait un problème de nourriture et là aussi, il a été fait un effort en octroyant des vivres alimentaires à ces familles et même pour encourager une fille scolarisée. À travers d'une fille scolarisée, la famille bénéficiait de beaucoup de choses, de rations alimentaires, la jeune fille bénéficiait de kits scolaires, la jeune fille bénéficiait de soutien scolaire, et tout ça pour éviter à ce que cette petite fille soit retenue pour les tâches ménagères et qu'elle ne soit pas lésée, que ses droits ne soient pas lésés, pour qu'elle puisse elle aussi avoir droit, jouir de ce droit qui est l'éducation. Donc voilà pourquoi, voilà comment, je vais dire, le ministère de la Femme et de la Famille a essayé de soutenir en menant des campagnes de sensibilisation au sein des familles et de la communauté, en donnant des exemples de femmes qui ont réussi dans leur vie, parce que la petite fille aussi, il faut la faire rêver, il faut lui donner l'envie d'aller à cette école. Et plus elle a l'envie, plus elle demande auprès de ses parents de la scolariser. Et le gouvernement, à travers le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Éducation, du ministère de l'Éducation, a rapproché l'école, les points d'eau, et a soutenu la famille en leur octroyant des dons alimentaires et les kits scolaires, tout ce dont elle a besoin pour aller à l'école, cet enfant. Donc, puisque toutes les barrières ont été cassées, qu'est-ce qui empêcherait la petite fille d'aller à l'école? Rien. Et il s'est même avéré que les filles ont été meilleures que les garçons. Que les garçons à l'école. Ça, c'est des faits. On va pas se mentir pour ça. Pour compléter peut-être. Et sur ce projet, donc, et revenons aussi sur Madame le ministère. Saïda est en train de dire est très important. Et le ministère de l'Éducation nationale a beaucoup collaboré justement avec le ministère de la Femme et de la Famille, justement. Et nous avons mis en place, le ministère de l'Éducation a mis en place un bureau genre, justement, qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Femme. Et ce bureau genre, ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils ont eu des points focaux dans chaque région. Il n'y a pas que le bureau genre de Djibouti, mais il y a eu des antennes dans chaque région. Et ce bureau genre travaille justement sur la scolarisation, sur la sensibilisation, sur les mesures incitatives justement pour scolariser les filles, mais également sur, et ça ils sont en train de développer, la rétention des filles à l'école. Justement, il y a eu une enquête qui a été menée tout récemment et cette enquête disait que les filles étaient absentes parce qu'elles manquaient de kits hygiéniques. Et donc, le ministère, justement, le MENFOP a mis en place, justement, ces kits et les filles ont bénéficié, justement, de ces kits scolaires-là. Et donc, ça, c'est en collaboration, justement, avec le ministère de la Femme et de la Famille. Et donc, nous sommes en partenariat permanent. Pour la parité, donc juste pour vous compléter, donc la parité, elle est atteinte. En primaire, il y a autant de filles que de garçons. Et au niveau du moyen secondaire, là, nous nous acheminons vers une parité de 0,9, c'est-à-dire 9 filles pour 10 garçons. Mais bien entendu, nous visons là aussi d'atteindre la parité comme pour le primaire. Afin que la parité disparaisse. Voilà. Mais par contre, comme elle le disait, par rapport aux performances des élèves, le plus souvent les constats, que ce soit aux résultats du baccalauréat, du BEF, le plus souvent les filles sont plus performantes, sont meilleures que les garçons.
Oui, et au niveau du ministère de la Femme et de la Famille, il y a toute une direction, il y a tout un observatoire du genre qui est chargé de surveiller, de relever et d'archiver tout ce qui concerne le genre. Et comme Mme Roda le disait tantôt, les points focaux genre sont chargés justement pour veiller à ce que qu'il n'y ait pas justement inégalité de genre dans tout ce qui peut avoir attrait aux droits des filles, que ce soit éducation, santé ou autre. Donc voilà, ça c'était une information. Merci. Eh bien, pour clore cette émission, ma dernière question concernera l'éducation nationale. Revenons sur l'éducation nationale, sachant que les États généraux de 2000 ont recommandé l'instauration de la base pour une nouvelle école djiboutienne. Où sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été réalisé? En 2000, le système éducatif faisait face à un défi démographique. La demande excédait largement à l'offre et par conséquent, une proportion importante de la population en âge scolaire n'était pas inscrite. 90% des écoles fonctionnaient à double flux. En plus de l'insuffisance de capacité d'accueil pour les régions s'ajoute au manque et à l'insuffisance des installations telles que les cantines, dortoirs et sanitaires. À cet égard, les Assises nationales sur l'éducation de décembre 2000 ont jeté les bases et défini le cadre et l'esprit de la nouvelle école djiboutienne. J'ai dit l'intelligence, les principes, le cœur et le cran, car il nous faudra tout cela pour prendre ensemble des décisions qui influenceront profondément l'avenir de nos générations futures sur le devenir du citoyen djiboutien. Une école citoyenne, intégratrice et efficace, capable d'apporter les réponses idoines aux carences et insuffisances auxquelles fait face l'appareil éducatif. La loi d'orientation du système éducatif djiboutien élargit l'accès à l'éducation à tous les enfants, y compris à ceux souffrant d'handicap, dont toutes sortes, mentionne un enseignement obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, tel que le préconise la politique de l'éducation pour tous, ETP, et qu'enfin, l'enseignement préscolaire désormais fait partie intégrante du paysage éducatif. Dans toutes les zones où le besoin se faisait sentir, il a été procédé à la construction et l'équipement de nouvelles écoles ainsi que la réhabilitation et l'extension des infrastructures existantes en vue d'accueillir un plus grand nombre d'apprenants. L'expansion des capacités d'accueil s'est tout naturellement traduite par une augmentation importante et continue des effectifs des élèves et donc par une démocratisation de l'éducation. Aujourd'hui, 95% des enfants en âge d'aller à l'école sont scolarisés. Les effectifs de l'enseignement fondamental ont augmenté de 57,43%. Pour la même période, la population scolaire de l'enseignement secondaire général a enregistré quant à elle une évolution de 85,91%. Le taux de réussite au baccalauréat a généralement fortement progressé, passant de 29% en 2016 à 65% en 2022. Dans le domaine de l'enseignement technique et la formation professionnelle en 1999, le pays ne comptait que 2 lycées d'enseignement technique, à savoir l'IC et l'EP d'Ali Sebi. Aujourd'hui, le pays en compte 8 lycées techniques et professionnels. Les effectifs des élèves des lycées et centres de formation professionnelle sont passés de 3 399 élèves en 2015 à 2016 à 4 761 élèves en 2020 et 2022. Les progrès réalisés durant les 2 dernières décennies en termes d'accès et d'équité sont palpables. Cependant, scolariser le plus grand nombre des jeunes n'a de sens que si cette scolarisation leur permet l'acquisition des connaissances et compétences utiles à leur autonomie. C'est pourquoi, à partir de 2016, toute l'attention et l'énergie du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se sont focalisées sur le redressement de la qualité des enseignements, apprentissages et les actions posées ont porté sur le renforcement de la formation initiale et continue des enseignants. Afin de répondre à l'exigence de la qualité, le niveau académique des enseignants a été revu à la hausse en 2017. Le cadre unique a été ainsi créé et le recrutement des enseignants est fait depuis sur la base de la licence et à tous les niveaux d'enseignement. La formation initiale se décline sur 2 années pour tous les professeurs, dans une année en alternance au CFF, Omar Guelleh Ahmed est professeur, et une 2e année en tant que professeur stagiaire en responsabilité dans une classe. Les formateurs sont recrutés sur la base d'un master 2 au moins à l'issue d'un concours.
Dans cette logique de la recherche de la qualité, un cadre juridique est établi pour d'autres personnels comme les chefs d'établissement et les conseillers pédagogiques qui suivent une formation initiale au centre avant d'être recrutés. Pour l'ensemble de ce personnel, des référentiels de compétences sont développés et explicitent les compétences attendues par métier. D'autres mesures phares sont à retenir, comme l'introduction des TIC dans la formation et les apprentissages, ainsi que le développement de la recherche-action. Suite aux diverses recommandations collectives lors du colloque, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé le diagnostic et la révision des curricula de l'enseignement fondamental et d'y intégrer de façon transversale les compétences de vie et les TIC à tous les niveaux d'enseignement. Des commissions ont été constituées pour faire le diagnostic des curricula et entamer la révision des programmes et des manuels de l'enseignement fondamental. Ce que nous sommes arrivés à faire de sorte qu'un élève, un manuel par niveau d'enseignement, mais également, ce qui est extraordinaire, c'est que ces manuels qui autrefois coûtaient cher, aujourd'hui, nous sommes bien sûr vraiment, pour ne pas dire gratuits. En dollars, c'est peut-être un dollar. Nous avons cette chance, nous avons suivi une vision politique qui était donc édictée par le chef de l'État. Et nous avons mis en place notre maison d'édition des manuels scolaires. Les TIC ont été intégrés dans les programmes comme outils de discipline dont les curricula du moyen et le collège ont bénéficié des équipements et matériels informatiques. 80 Smart Classrooms ont été opérationnalisés sur tout l'étendue du territoire national. Les collèges et les lycées ont bénéficié de l'installation du fibre optique et d'une connexion de haut débit. En termes d'équité, des efforts considérables ont été consentis pour réduire la disparité et créer des conditions qui assurent à tous les enfants de la République du Djibouti les possibilités de recevoir des services d'enseignement de qualité, réduisant de façon significative les inégalités résultant du statut socio-économique, de l'infirmité physique et de la discrimination fondée sur le sexe. Durant les 10 dernières années, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est attelé à éliminer tous les facteurs qui entravent la scolarisation des filles et de la mise en place d'une panoplie de mesures positives incitatives telles que la création d'un nombre de plus en plus élevé d'établissements scolaires à travers tout le pays. Le rapprochement des écoles des lieux d'habitation, l'accès gratuit aux fournitures scolaires, la distribution des vivres aux familles qui scolarisent des filles, le renforcement et la création des services sociaux comme la cantine et les dortoirs séparés garçons-filles en milieu rural, ainsi que le développement des transports scolaires pour les élèves des collèges des localités. La parité filles-garçons est de 0,87 au primaire et de 0,81 au collège. Ces progrès obtenus grâce à la scolarisation obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans, la construction des écoles de proximité, le démarrage du préscolaire, des mesures incitatives pour les enfants des milieux et familles défavorisées. Depuis la refondation de l'école djiboutienne, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle reconnaît que les dortoirs et la cantine constituent des éléments indispensables à la scolarisation des enfants et à leur maintien à l'école, notamment ceux des localités des régions de l'intérieur. Une entité dédiée à la restauration scolaire a été créée en 2012. Les élèves scolarisés dans toutes les localités rurales reçoivent quotidiennement 2 à 3 repas par jour. Les effectifs des rationnaires ont augmenté de manière considérable. Ils passent de 17 561 en 2013 à 22 543 en 2023. Pour réduire la disparité et permettre aux enfants vivant dans les localités à poursuivre leur scolarité dans moyen et secondaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis en place 43 lignes de transport pour les élèves des collèges et lycées des localités reculées. Durant les années antérieures à la refondation du système éducatif djiboutien, la scolarisation des enfants vivant avec un handicap était embryonnaire. La prise en charge de cette population se posait en termes de pédagogie ou d'aménagement architecturaux, mais surtout en termes d'équipement d'enseignants spécialisés et d'absence de cadre de politique nationale en matière d'éducation intégratrice.
Dès 2004, un service entièrement dédié à l'identification et la scolarisation de ce groupe à besoins spécifiques a été créé en 2011. Une école pour les malvoyants et non-voyants a vu le jour en 2013 et depuis 2017, des enfants avec un handicap mental sont pris en charge par des éducateurs spécialisés avec le ministère chargé des Affaires sociales. Un centre spécialisé de référence à vocation de prise en charge des enfants en situation d'handicap est mis en place. Il accueille les handicaps moteurs, visuels, auditifs, cognitifs, handicap mental ou déficience intellectuelle, exemple trisomie 21, autisme et troubles envahissants du développement et plurihandicap. Cette volonté d'offrir aux ABS une éducation de qualité adaptée à leurs conditions est corroborée par l'accompagnement pédagogique destiné aux enseignants et la mise à disposition des supports didactiques adaptés par une meilleure prise de groupe vulnérable. Dans l'éducation d'un enfant, les années de la petite enfance et l'enseignement préélémentaire 4 à 5 ans constituent une période cruciale tant sur le plan du développement moteur que cognitif et langagier et par conséquent conditionnent la réussite de l'enseignement primaire. Malgré cette évidence, avant les États généraux, l'offre de l'enseignement préscolaire était marginale. Dans la perspective de contribuer et de promouvoir le développement intégré et harmonieux de l'enfant et lui garantir un bon départ dans la vie, le ministère de la Femme et de la Famille a développé des infrastructures communautaires de prise en charge des enfants âgés de 3 à 4 ans issus des groupes défavorisés vivant en milieu périurbain et rural. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a quant à lui, en 2016, mis en place un service de l'enseignement préscolaire dans les zones défavorisées des écoles entièrement dédiées à l'enseignement préscolaire. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a quant à lui, en 2016, mis en place un service de l'enseignement préscolaire dans les zones défavorisées des écoles entièrement dédiées à l'enseignement préscolaire opérationnalisé. Le taux de scolarisation des enfants de 5 ans est passé de 5% en 2010 à 17% en 2016 et 39% à 2022. Suite aux résultats très satisfaisants des bacheliers de la session 2021, 61% de l'école expérimentale d'Arta, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a élargi l'enseignement bilingue au bénéfice des 5 régions. Il s'agit de former des citoyens capables de communiquer avec une aisance dans les 3 langues et ayant des compétences confirmées dans le domaine de la technologie moderne, autrement dit, des jeunes Djiboutiens outillés, qualifiés et compétitifs sur le marché du travail national et régional. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a souhaité doter notre pays d'une école d'excellence qui a pour vocation de former les futures élites. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a concrétisé cette initiative en se donnant pour ambition de faire de cet établissement scolaire situé à PK13 et qui a ouvert ses portes le 10 décembre 2017, une école de référence nationale, voire même régionale, à moyen terme. Son avènement est donc d'une grande première à Djibouti. L'école d'excellence est ouverte à tous les enfants inscrits en première année dans les écoles publiques et privées de notre pays. Chaque année, au mois d'avril, une commission ad hoc désignée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle administre des tests de sélection en français, en mathématiques, en logique, l'éthique, ont été intégrés dans les programmes comme outils de discipline dont les curricula du moyen et le collège ont bénéficié des équipements et matériels informatiques. 80 Smart Classrooms ont été opérationnalisés sur tout l'étendue du territoire national. Les collèges et les lycées ont bénéficié de l'installation du fibre optique et d'une connexion de haut débit. En termes d'équité, des efforts considérables ont été consentis pour réduire la disparité et créer des conditions qui assurent à tous les enfants de la République du Djibouti les possibilités de recevoir des services d'enseignement de qualité, réduisant de façon significative les inégalités résultant du statut socio-économique, de l'infirmité physique et de la discrimination fondée sur le sexe. Durant les 10 dernières années, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est attelé à éliminer tous les facteurs qui entravent la scolarisation des filles et de la mise en place d'une panoplie de mesures positives
incitatives telles que la création d'un nombre de plus en plus élevé d'établissements scolaires à travers tout le pays, le rapprochement des écoles des lieux d'habitation, l'accès gratuit aux fournitures scolaires, la distribution des vivres aux familles qui scolarisent des filles, le renforcement et la création des services sociaux comme la cantine et les dortoirs séparés garçons-filles en milieu rural, ainsi que le développement des transports scolaires pour les élèves des collèges des localités. La parité filles-garçons est de 0,87 au primaire et de 0,81 au collège. Ces progrès obtenus grâce à la scolarisation obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans, la construction des écoles de proximité, le démarrage du préscolaire, des mesures incitatives pour les enfants des milieux et familles défavorisées. La personne la plus comblée aujourd'hui, c'est moi. Je dois rendre grâce à Dieu d'abord pour nous avoir donné la possibilité, le courage d'aller chercher ces enfants dès leur jeune âge et après avoir détecté ceux qui allaient être les meilleurs dans notre pays. Vous êtes les semences de l'élite de demain, vous êtes les dirigeants de demain, vous êtes ceux sur lesquels la nation djiboutienne compte. Alors concrètement, si je peux parler un peu de la qualité, au niveau de, nous avons conçu, on avait dit les manuels, maintenant on avait mis l'accent sur la lecture, c'est-à-dire renforcement de la lecture, et donc le ministère de l'Éducation nationale a révisé les manuels, justement en mettant en place une approche qui permet aux enfants d'apprendre de lire mieux, et il a même développé justement des supports complémentaires pour appuyer justement les manuels scolaires. Ces supports, c'est quoi? Ce sont les albums jeunesse, mais c'est surtout les textes nivelés. C'est quoi les textes nivelés? Ce sont des textes que l'on va mettre dans la classe. Ce sont parfois une centaine d'albums que l'on va mettre dans les classes de 3e, 4e, 5e année et qui vont justement permettre à chaque enseignant, qui parfois, ce sont des textes gradués, chaque enfant, ils ne sont parfois pas le même niveau. Et donc chaque enfant pourra lire. Ça peut être un mot, un groupe de mots, une phrase, un texte. Et donc ces textes gradués de différents niveaux sont justement mis au niveau de la classe et accompagnent justement le manuel scolaire. Ça, c'est une première étape. La seconde étape, donc ça c'est justement pour renforcer encore plus la qualité et ça fait partie de cette révision. En parlant de qualité, le centre d'excellence, parle-nous-en. Elle va vous en parler. Donc déjà, c'est la qualité, c'est un renforcement de la qualité. Le fait qu'on ait mis l'accent également sur les maths et les sciences, c'est justement pour renforcer la qualité. Le fait que nous ayons développé la numérisation et être dans l'ère du temps. Nos manuels, on a le format PDF et donc actuellement, nous sommes en train de numériser les manuels, c'est-à-dire les rendre attractifs, puis d'enrichir par des vidéos, par des tutoriels, etc. Et ces manuels numériques sont hébergés dans une plateforme qui est créée, la plateforme Moodle. Et cette plateforme-là, c'est pour permettre à chaque enfant à qui on a distribué des tablettes, parce que dans les écoles maintenant, les enfants utilisent des tablettes parce que les TIS ont été intégrés dans l'enseignement. Donc ils utilisent des tablettes et dans ces tablettes-là, les supports numériques que l'on a mis en place dans ces tablettes-là sont conçus. Ça, c'est J'entendais mon neveu en parler. Justement. Il me disait un mot, les smart classrooms. Ouais. Ça, c'est au niveau du collège et du lycée, justement, ce sont les classes intelligentes. Mais au niveau du primaire déjà, ça rentre dans les classes des TIS. Voilà, c'est l'enseignement des TIS. Mais ce n'est pas que, Madame l'inspectrice, on va en parler. Donc moi, je parlais de tous ces supports-là, de toute cette numérisation, ça renforce également la qualité. Donc vous parliez tout à l'heure de la transformation de l'école. D'abord, on avait les livres à l'époque. Maintenant, on est en train de... Avec le Covid, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré, exactement. C'est l'enseignement, c'est la numérisation des manuels. Et donc, Djibouti est à la pointe, justement, de la technologie, exactement. De la technologie. Et pour pouvoir rebondir en cas de catastrophe, c'est ce qu'on a vu avec le téléenseignement. Vous avez vu, tous les cours étaient diffusés. Et même les travaux étaient en télé... On faisait des télétravails, si je me souviens carrément. Le numérique, justement, prend toute son ampleur. Je vais laisser... Parce qu'il était bien installé, ça a permis justement la poursuite des apprentissages au moment du Covid.
Donc très rapidement sur les TIS, la DG du CRIPEN vient d'en parler. Les TIS, nous les avons intégrés au monde de la révision des curricula. C'est depuis la première année de primaire jusqu'à la fin du cursus. Donc c'est une discipline, en primaire elle s'appelle TIS. Dans cette discipline, on va travailler avec la tablette, mais alors, elle se poursuit au collège avec une discipline qui s'appelle informatique, qui n'existait pas avant au collège, mais les TIS également sont des outils dans toutes les disciplines. Par exemple, je suis en mathématiques et on fait de la programmation, on fait de l'initiation à la robotique. Je suis en langue, on va utiliser des vidéos, on va utiliser des applications, des logiciels pour renforcer l'enseignement. Donc les TIS comme objet d'apprentissage, c'est une discipline, mais également comme outil pour servir les autres disciplines. Juste pour compléter très rapidement, Madame Roda, par rapport également à la qualité, il y a des actions transversales qui portent tout ça, que ce soit la formation initiale et continue des enseignants, que ce soit l'évaluation que nous considérons comme vraiment l'épine dorsale, donc l'évaluation des apprentissages des élèves. Donc c'est la raison pour laquelle nous administrons des évaluations standardisées, des évaluations qui s'approchent des évaluations internationales pour préparer aussi nos enfants à des évaluations internationales. Donc les évaluations PASEC en 2024, les élèves djiboutiens vont passer ces évaluations-là. Mais également, il y a le renforcement du suivi encadrement. Il y a eu une revalorisation de par le président de la République des cadres de toute la chaîne pédagogique, des inspecteurs, des formateurs et des conseillers pédagogiques. Alors justement pourquoi? Puisqu'on parle de qualité, il faut qu'il y ait tout un suivi, il faut qu'il y ait la formation des enseignants pour porter tout ça. Pour arriver à votre question par rapport à l'école d'excellence, donc l'école d'excellence c'est un concept très novateur sur lequel nous capitalisons et que nous voulons même exporter. Donc l'école d'excellence c'est quoi? C'est une école qui forme des élites. Ce n'est pas une école d'élite comme certains peuvent le penser. C'est-à-dire que c'est une école accessible à tout enfant djiboutien puisque les tests sont administrés dans toutes les écoles. On prend les enfants à partir, donc à la fin de première année, ils arrivent à l'école d'excellence en deuxième année. Une école de surdoués. C'est une école, voilà, la sélection se fait sur vraiment la base pas que de l'intelligence de l'enfant, mais on dit que ce sont des enfants à haut potentiel. Donc c'est la raison pour laquelle on leur administre, en plus du test de français, de mathématiques, un test de logique. C'est comme ça qu'on peut déceler les enfants qui ont vraiment des performances assez élevées. Des enfants surdoués. On parle plus d'enfants à haut potentiel. Parmi ces enfants à haut potentiel, on peut avoir des génies, des enfants surdoués, comme vous le dites. Et cette école, c'est quoi? Comme dès le départ, on sait que ce sont des enfants qui ont du potentiel, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est un parcours accéléré. Ils font le programme de 2 années en une. Et c'est la raison pour laquelle ils arrivent au baccalauréat. L'année dernière, nous avons eu la première promotion qui a eu son baccalauréat. Depuis la création de l'école, oui, depuis la en création 2017. de l'école, voilà. Le plus jeune avait 13 ans. Donc nous avons des enfants entre 13 et 15 ans et qui ont tous, et c'est ça qui est très important, toutes et tous obtenu leur baccalauréat avec mention. La majorité, c'était des mentions très bien et quelques mentions bien. Donc ça, c'est vraiment la particularité de cette école. L'école, là aussi, on parle des TIS comme accélérateur, comme outil qui renforce justement les apprentissages. Donc l'école, tous les cours se font dans des smart classes, vous parlez des smart classes. Et la poursuite de cela, donc pour ces enfants qui ont eu un parcours spécial, il leur fallait une poursuite d'études supérieures spéciale. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour ce que nous appelons les classes préparatoires. Exactement, c'est après le bac, je crois. Classes préparatoires aux grandes écoles et c'est bien entendu la vision du chef de l'État que notre ministre a pu mettre en œuvre. Et donc les classes préparatoires, aujourd'hui, je pense que nous pouvons nous prévaloir de cela. Les classes préparatoires, c'est entre le lycée et l'université. C'est lorsque l'enfant a le bac, il peut rentrer dans une classe préparatoire. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, c'est pas ça. Les classes préparatoires, c'est une filière d'études supérieures, mais c'est une filière assez spéciale, puisque à l'issue des 2 années de classe préparatoire, les enfants concourent pour des grandes écoles, des écoles polytechniques, des écoles supérieures, etc. Donc c'est une filière, mais à part, elle ne se fait pas en université. Non, elle ne se fait pas à l'université. Mais c'est une filière d'études... C'est avant même que tu es à l'université. Non, c'est une filière d'études supérieures. C'est une filière d'études supérieures, sauf que c'est un parcours un peu particulier et ça demande vraiment un potentiel assez élevé. N'importe qui n'accède pas, justement, c'est très sélectif. Donc, par exemple, en France, ne peuvent accéder aux écoles préparatoires que les enfants qui ont des mentions, qui ont de très bonnes moyennes. Et c'est le cas de nos élèves qui, là maintenant, terminent leur première année. L'année prochaine, Inch'Allah, ils seront en 2e année. Et par la suite, comme nous sommes en partenariat avec une académie française, l'Académie de Poitiers en l'occurrence, donc nos enfants vont concourir justement à ces écoles françaises de renommée, mais ils pourront également concourir à des écoles anglo-saxonnes puisque nous ne fermons pas cette poursuite.
Merci au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la Femme pour cette émission qui est consacrée à la célébration de la 46e anniversaire de l'indépendance. Bonne soirée à vous et bonne fête à tous. Bada